Aëla. Épisode 3. L'incendie. Le lendemain, à 4 heures, les cloches de la cathédrale Saint-Pierre à Nantes résonnent doucement dans l'air encore frais du matin. Un mendiant est assis sur le parvis. Tout à coup, une silhouette en costume de SS émerge des grandes portes de l'édifice. Son pas est rapide, trahissant une certaine urgence. C'est Kezia, la jeune voisine de 17 ans du théâtre, qui par un étrange coup du sort s'est retrouvée à jouer ce dangereux rôle pour protéger son amie Aëla. En descendant les marches de la cathédrale, Kezia pense à Aëla. Elle est tout pour elle. Une mentor, un ami, un ange gardien. Elle se remémore toutes les fois où Aëla l'a sauvée des rafles anti-juives, orchestrées par le lieutenant Karl Hotz. Une fois, Aëla l'a même cachée dans une statue creuse au théâtre. Une cachette que seule une comédienne de son talent aurait pu imaginer. Sachant que sa mentor, le cœur sur la main, a pris pour habitude de cacher bon nombre de personnes en détresse, la jeune voisine s'est donné pour mission de veiller la diva. Aëla est en effet entourée aujourd'hui d'une équipe de spectacle entièrement composée de protégés. Kezia sait que hier soir, le code du lobe de l'oreille, leur signal silencieux en cas de danger, a fonctionné. Elle repense aux instructions d'Aëla sur le levier à baisser pour faire apparaître la corde, si les choses tournent mal. Mais elle se demande si Aëla a réellement bien anticipé sa propre arrestation, ou si elle donne, comme bien souvent, la chance à l'improvisation. Kezia se dirige donc rapidement vers l'opéra, consciente que chaque minute compte. Elle exécute le plan d'exfiltration mis secrètement en place par ses soins pour Aëla. Elle la pense de retour dans sa loge. En chemin, dans les couloirs du théâtre désert, elle croise Maëlie, une jeune chanteuse lyrique de la haute société, à qui Aëla se confie régulièrement. Maëlie, bien que déçue par ses parents qui ne comprennent pas sa passion pour le chant, est déterminée à devenir une grande diva. Elle considère d'ailleurs Aëla comme la plus grande et a donc pris des cours de chant qu'elle proposait à l'époque de son arrivée à Nantes. Maëlie admire le courage et la bienveillance de la riche chanteuse qui s'est trouvée un nombre incalculable de fois dans des situations d'urgence, une âme en peine sur les bras. « Kezia, tu es prête ?» demande Maëlie. La tension est palpable dans sa voix. Elle allume une cigarette. « Oui, j'ai tout prévu. Aëla peut compter sur nous, » répond Kezia. Son regard est déterminé. Elle se dirige alors toutes deux vers la loge. Elle ouvre la petite pièce de l'arrière-scène et tombe nez à nez avec Nelly, la costumière. Depuis qu'elle travaille pour Monsieur Dutretot, le directeur du théâtre, Nelly a tissé des liens complices avec Aëla et surtout avec Nino. En effet, Nino est initialement un jeune créateur de mode nantais. Il est célèbre pour ses défilés avant-gardistes et c'est pourquoi il a rencontré la fine équipe de l'opéra. Il avait, avec son bras droit Ignace, organisé un défilé mêlant opéra et mode, dans lequel il s'était mis en scène grâce aux précieux conseils d'Aëla. C'est justement à cette période que l'idylle est née entre les deux artistes. Talentueux, aujourd'hui Nino construit une double carrière, celle du chant et de la mode. À ces différentes occasions, Nelly a eu le plaisir de partager avec lui sa passion pour la création de costumes. Un hobby qu'ils ont alors en commun. « Nelly, toi ici ?» demande Kezia en entrant dans la loge, l'anxiété visible sur son visage. « Oui, j'aide Aëla.
Tu as prévu quelque chose? Ah tiens, coucou Maëlie. Oui, tout est en place. Aëla va pouvoir s'évaporer pour de bon cette fois, répond Kezia, regardant vers le paravent. Bonjour mes filles. Aëla apparaît. Oh, ma douce Aëla, le moment est grave, mais nous avons fait notre plus beau show. Que tu es surprenante. Tu ne m'avais pas dit que... Enfin bref, s'interrompt Kezia. J'ai retrouvé la broche de Nino. Une chance, dit la diva. Oui bon, je peux prendre ce sac, Kezia? Le miroir de Nino, Aëla. Tu le prends? Dit Maëlie en tenant dans sa main l'ultime présent de Nino, un magnifique miroir à main incrusté de pierres scintillantes dorées. Oui, je le veux avec moi. Aëla, ma chérie, comme tu me l'as demandé, je vous laisse. Je vais prévenir Leonardo. Aëla. Nelly prend la diva par les épaules et la regarde tendrement, les larmes aux yeux. Bon courage et bonne continuation. Merci pour tout, conclut Nelly, émue, en sortant de la pièce. Qui est Leonardo? Demande Kezia, en soulevant une latte du plancher pour en sortir une enveloppe contenant un pass pour accéder au port. C'est le frère de mon pauvre Nino, répond Aëla en ouvrant la porte. Oh non! S'exclament Maëlie et Kezia en chœur. Des volutes de fumée épaisse s'engouffrent dans la pièce. Le théâtre prend feu. Les trois femmes se hâtent alors vers le hall du bâtiment. Maëlie, qui précède, porte le sac contenant le miroir, un nécessaire de toilette et du maquillage. Kezia dirige la chanteuse. Elle tient le pass, le ticket pour la liberté. Et Aëla, habillée de son trench coat cintré bleu nuit, se débrouille alors avec sa lourde valise de tapisserie, remplie de costumes et de perruques. Leurs yeux piquent et se remplissent de larmes, boucliers contre cette fumée noire et épaisse. Elles courent, trébuchent. Il y a des courants d'air chaud, brûlants, puis froids. De l'eau perle sur le front d'Aëla, qui voit au passage ses costumes abandonnés sur place prendre progressivement feu. Plus que quelques mètres, au loin, la place Gralin. Aëla se perd, elle tousse, elle pleure, elle cherche ses amis, croit entendre Kezia, mais c'est à ce moment qu'elle ressent une compression étouffante au niveau de son visage. Des points lumineux apparaissent dans ses yeux, elle se sent partir. Soudain, une voix spectrale s'élève. La diva porte alors son regard vers la voix. À genoux, elle continue, déterminée à sortir vivante de ce brasier. Une main la grippe. C'est Kezia qui la traîne. Et tout à coup, de l'air. Alors que l'aube commence à éclairer les rues de Nantes, sur la place Gralin, celle de l'Opéra, Kezia et Aëla sont là, au sol, tandis que Maëlie les attend. Kezia se lève. Allons-y, Aëla, avant que les Allemands viennent prendre leur petit déjeuner à la Cigale, la célèbre brasserie fréquentée par les militaires, située juste en face du théâtre. Aëla se redresse, ajuste son chignon, puis mène le pas. Un pas sûr et motivé vers le port, vers la liberté. Au son des sirènes de pompiers, les trois femmes côte à côte marchent silencieusement. Maëlie observe avec souci son idole, qui a l'œil fixe. Elle peut y déceler toute la haine et l'interrogation que Aëla éprouve à ce moment-là. Le trio continue alors leur route, sans se retourner. Leur cœur bat fort. Elles croisent les Nantais du matin et font mine de rien sur le quai de la fosse. Un mendiant croise leur chemin, mais Kezia s'exclame. « Non, pas aujourd'hui !» Soudain, au loin, la corne de brume du navire retentit. Les amis se hâtent, et tout en courant, Aëla tire une baguette sombre de ses cheveux. Ainsi, elle qui a toujours le port de tête dégagé dévoile une longue chevelure noire. De sa poche
Elle sort un flacon et y plonge 2 doigts qui en ressortent tout blancs. En silence, elle frotte ses mains et applique la substance sur ses cheveux qui blanchissent alors. Le pas soutenu, comme illusionniste, elle fait apparaître en un geste une canne. Puis passe des lunettes à la monture imposante. Elle se voûte, puis ralentit soudainement. Maëlie et Kezia se trouvent donc maintenant en compagnie d'une grand-mère. L'artiste, galvanisé par l'adrénaline, s'est tout simplement transformé. « Bonjour, madame. Dépêchez-vous, on part. Vite, vite, vite !» s'exclame le contrôleur. Aela, le pas faussement hésitant, montre de sa main tremblotante le pass pour accéder au quai. « Oui, merci. Vite, vous allez manquer de tomber !» En effet, à peine a-t-elle posé un pied sur le pont que le bateau part. Aela, grimée, regarde alors ses amis restés sur le quai. Pendant quelques secondes de contemplation, elle se redresse. « Tiens ton sac !» crie Maëlie qui tente de le lancer en vain sur le bateau qui est pourtant déjà à quelques dizaines de mètres du quai. Fatalement, la valise s'écrase sur les rochers, faisant éclater de manière spectaculaire le miroir à main de Nino, son dernier présent. Mais qu'est-ce que... se questionne Aela qui plisse les yeux et voit des paillettes dorées s'échapper des rochers. Les vagues balayent toutes ses affaires. Il ne reste plus rien. C'est terminé. Aela et Kezia échangent un regard et passent délicatement leurs mains sur l'oreille. Le message passe. Elles seront toujours là, l'une pour l'autre. C'est décidé. Kezia se tourne. Elle est face à Maëlie. Les 2 femmes se regardent comme intriguées mutuellement, l'une par l'autre. Et sans un mot, Kezia quitte le port, laissant Maëlie seule sur le quai. Nelly sort du taxi et se rend chez Leonardo, le frère de Nino, pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Leur frère, leur fils, leur ami a été déporté. Nelly sonne. Elle entend un pas se rapprocher de la porte. Des cliquetis de serrures anciennes résonnent. Triste par le sort de Nino, qu'elle s'apprête à dévoiler, elle regarde le sol. La porte s'ouvre. Et, petit à petit, Nelly lève les yeux. Devant elle, se dresse un homme, très élégant, à la stature imposante, portant un costume coupé à la perfection. Le parfum, habituellement porté par Nino, se diffuse autour d'elle. Ses yeux voient, ses yeux regardent. Elle n'y croit pas. Elle est face à Nino.